c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Léa de Kina bijoux fantaisie, bijoux plaqués or, bijoux importés du Mexique. Tout un projet qu'on va décortiquer et comprendre aujourd'hui. Léa, bonjour. Bonjour. Alors, explique-nous un petit peu, on va commencer par l'existant. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que Kina? Alors Kina, c'est une marque toute jeune qui a été créée donc depuis le 1er juillet de cette année. Donc c'est une marque de bijoux fantaisie en acier inoxydable et c'est doré à leur fin, soit 14 soit 18 carats. D'accord. Avec des pierres naturelles dessus. Et donc c'est des bijoux qui sont donc en effet importés du Mexique, qui sont dessinés par ma belle-sœur, fabriqués là-bas sur place et ensuite envoyés ici en France. D'accord. Donc là on s'est rencontrés parce que tu es à la Foire Expo, donc tu as un stand, donc avec ton ami Maxime, enfin j'ai dit ami, je sais pas. Hein, oui, moi, mon compagnon. Ton compagnon, voilà. Vous êtes tous les deux, donc vous avez réussi, quelque part vous créez votre emploi. Oui. Voilà, et vous vendez des concepts, un concept que vous avez plus ou moins créé d'ailleurs. Oui, plus ou moins, on peut dire ça, oui. Alors, comment on crée un concept qui ensuite, finalement, trouve sa place, comme ça, dans l'économie locale, dans les marchés, pour s'auto-employer? Comment on fait ça? Alors, moi, je suis passée par une formation par J'entreprends Corrèze. D'accord. Donc, où on m'a appris toutes les bases de la création d'entreprise. Oui. Donc, de choisir le nom de sa marque, choisir son logo, tout ça, à vendre jusqu'au marché, jusqu'à la finalité, quoi. Ok, juste pour savoir, c'est ta première société? Oui. D'accord. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Mon papa, oui, il a eu pas mal d'entreprises dans le déménagement, ouais. D'accord, donc tu as gagné 5 à 10 ans par rapport à ceux qui n'avaient jamais... Non mais c'est vrai, sociologiquement, il faut le dire quand même. Non mais c'est vrai, parce qu'il faut connaître le langage de l'argent, l'administration, des papiers, il y a toute une culture à laquelle il faut s'adapter. Tu as toujours voulu être entrepreneuse? Je pense, oui. J'ai jamais été vraiment faite pour le travail sous hiérarchie, on va dire. Ah, il y a eu des essais, d'après ce que tu veux dire, là, il y a eu des essais, visiblement. Juste pour, grosso modo, à la dizaine près, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 28 ans. 28 ans, première société. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant? Avant, j'ai fait 10 ans de vente, essentiellement en grandes entreprises telles que Zara, où j'ai terminé en tant que responsable du pôle web pour les dernières années de boulot. Donc j'ai toujours eu le contact à la clientèle, le contact aussi avec des équipes de boulot. Et en l'occurrence, donc moi j'étais dans le pôle web, donc tout ce qui concernait l'envoi et la réception de marchandises. Donc ça m'a un petit peu aidé aussi, on va dire, sur le côté transport là, qu'on fait sur les bijoux, voilà, sur la logistique, tout à fait. D'accord. Une formation initiale du coup, à la base, moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas eu mon bac. School of Life. Voilà, c'est ça, l'école de la vie, tout à fait. Tu rentres chez Zara. Zara, on va dire aux gens, Zara, c'est une bonne école pour apprendre le commercial et le marketing? On va dire que ça forge. Parce que le nom est réputé. Le nom réputé ne veut pas dire bien-être intérieur, ça dépend. Enfin, c'est parfois très différent. Certaines écoles, comme Xerox et autres, sont des écoles en plus d'être une marque. C'est Zara qui t'a formé ou c'est toi au forceps qui a appris ce qu'il y avait à apprendre chez Zara? Je pense un peu des deux et je sais que j'ai eu beaucoup de chance parce que le Zara de Nice dans lequel j'étais, j'ai passé de très bonnes années là-bas. Je sais que c'est pas le cas dans tous les Zara parce que du fait que ce soit vraiment de grosses boîtes, des fois on en oublie un petit peu le bien-être salarial. Mais moi j'ai pas eu ce souci personnellement. Mais après je pense qu'il faut avoir un caractère aussi dans ce genre de grandes entreprises pour pas se faire marcher dessus, quoi. Ouais, non mais ça c'est, je pense aussi. Alors Zara en plus c'est une franchise ou vraiment c'est leur magasin à eux? C'est franchisé. D'accord, donc en plus il y a un directeur par magasin, donc il y a une ambiance par magasin. C'est ok. Alors ça c'est intéressant parce que tu rentres à Nice, donc tu rentres en tant que vendeuse. Oui. Et on te retrouve responsable du pôle web national. Non, pas national. Pas national. Pas national, dit, de mon magasin. Ah, parce que chaque magasin Zara a son pôle web, sa boutique internet différente. C'est ça. Après, elles sont toutes reliées les unes entre les autres. Quand nous on commande sur internet, on voit pas cette différence, mais les commandes partent de chaque magasin. Ok, je comprends. J'ai eu le même cas avec une entreprise de sonorisation, une marque comme ça. Chacun a sa boutique, mais ils ont des systèmes d'échange de stock suivant les demandes durant la nuit. Donc tu sais que tu rajoutes 1 ou 2 jours, mais c'est ça. D'accord. Donc effectivement, donc là tu as appris la vente directe, tu as appris ce que c'était que le bijou fantaisie.
Aussi, oui. Tu as appris la vente sur Internet. Et tu as dû assister aussi, tu as vu ces gens qui sont venus pour placer les produits en magasin. Comment ça se passe? Ils vont chez Zara directement ou ils vont au magasin pour placer leurs produits? Les produits de Zara, comment ils... En fait, on a une équipe qui... Une centrale d'achat? Oui, c'est ça. C'est pas vous qui décidez en local Non, et puis moi en plus, j'étais pas dans... C'était pas moi qui m'occupais de ça. Je pense que les directeurs jettent un œil sur ce qui rentre et sur le choix de la marchandise qui rentre, mais nous, c'était pas... Nous, c'est plus de vérifier qu'on a bien ce qu'on doit avoir. Oui. Mais c'est tout, quoi. Ok. Bon, 6-8 ans chez Zara. Alors j'ai fait 3 ans là chez Zara. J'avais déjà fait 1 an beaucoup plus tôt. Ensuite j'ai été manager dans une boutique du Vieux-Nice, une boutique touristique où j'étais seule en boutique. Après j'ai fait plein de petits boulots, on va dire, à droite à gauche. D'accord. Mais toujours dans la vente, quoi. Mais toujours dans la vente. Donc effectivement tu es basé vente, tu sais ce que c'est que prendre un produit, trouver la valeur. C'est ça. Le prix, parce que ça on le dit pas aussi suffisamment, c'est très difficile. Trouver le prix. Le chiffre, difficile. Le bon chiffre, on a un produit là comme ça, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut? C'est vraiment quelque chose. Par rapport au terrain là où on est, par rapport où on se situe dans la France, les gens n'ont pas les mêmes moyens, les gens n'achètent pas les mêmes choses. Et en plus, ça varie dans le temps et suivant l'endroit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est très dur de donner un prix à son propre produit parce qu'il ne faut pas le dévaloriser, il faut avoir confiance en son produit. Et ça fait partie des choses un petit peu compliquées qu'on se doute pas, quoi. Mais qui le sont vraiment. Parce que tu arrives après dans Kina, tu as de l'affect. C'est ça. C'est ton produit à toi. C'est ça. D'accord. Mais c'est intéressant d'expliquer aux gens parce qu'ils n'ont pas idée du tout. Ils voient qu'il est marqué un prix sur un produit, ils pensent que c'est automatisé, calculé et tout. Non. Ah non, on choisit le prix, on regarde la concurrence. Il y a des conséquences. Ah oui, tout à fait. Trouver un bon prix, un prix trop bas, on se paye pas, on ne vend pas, c'est assez compliqué, quoi. Mais bon, donc... comme vous êtes très courageux et que finalement, parce qu'il faut le faire quand même, tu vois, c'est comme on monte dans un avion, on prend le parachute, on saute en espérant qu'il s'ouvre. C'est ça, c'est un peu ça, oui. Non, mais il y a un peu de ça, il faut le dire. Voilà. Vous vous êtes dit, on va investir un peu. Oui. On a quelqu'un là-bas qui fait des super produits à l'autre bout du monde qu'on connaît bien. Donc on a confiance dans le fournisseur. Là par contre c'est bien déjà, c'est super important. Moi, je connais des gens qui se font fournir de Chine régulièrement. Un conteneur disparaît. Quand tu as 20 000 € de commande qui disparaît, c'est que pour les récupérer tu galères. Bon là tu sais que tu envoies l'argent là-bas, les produits arrivent, il y a une qualité, donc tu as déjà... Puis eux ils contrôlent là-bas, ils sont sur place, donc auprès des artisans mexicains pour contrôler la qualité en direct. Donc oui, c'est un énorme avantage qu'on a de travailler en famille aussi. Travailler en famille aussi, une façon aussi de centraliser l'information. Qui dessine les produits? Alors c'est ma belle-sœur. Là-bas. Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que tu participes toi un peu à la conception, au trending, de temps en temps, avec elle, on regarde quelques modèles ensemble. Elle me demande si peut-être que je voudrais d'autres couleurs sur ce modèle, si ça marche bien comme ça. D'accord. Donc on regarde un petit peu ça ensemble toutes les deux régulièrement via WhatsApp. Mais je vais pas m'attribuer tout le mérite parce que c'est vraiment elle qui non. Maxime m'a dit tu demandes d'Aléa, c'est elle qui tient le marketing. Elle fait vraiment du très très beau boulot. Donc c'est joli, on va quand même le dire aux gens, c'est joli. Là avec Maxime j'ai fait le stand et tout. Avec toi ce qui m'intéressait c'était de voir ce qui se passait derrière, comment ça se passe, parce que avant de trouver un stand avec 2 personnes qui vendent des produits, il y a toute une histoire, il y a toute une stratégie, il y a un travail qui va derrière, tu vois, c'est pas forcément immédiat comme ça et c'est intéressant de regarder comment ça fonctionne. Le ticket d'entrée pour créer ça, vous avez dû investir de l'argent ou c'était facile? Oui, on a investi de l'argent. Moi j'avais quelques économies de côté avec Maxime aussi, donc on a investi cet argent dans ce projet. Donc on a eu l'avantage de ne pas avoir eu besoin de faire recours à des banques ou à des prêts. Donc, comme vous étiez en famille, il y a peut-être eu des facilités de paiement qui ont été faites. On a eu aussi bien évidemment des facilités de paiement. Bon après c'était pas nécessaire puisque comme je vous dis on a investi ce qu'on avait un peu de côté pour démarrer. Donc achat de stock, achat d'un stand et paiement de ses frais de fonctionnement de sa vie durant le temps où on va, parce qu'il faut bien manger, le temps que ça prenne, ça décolle, c'est ça en fait l'investissement, d'accord. Est-ce que vous avez utilisé des processus d'accompagnement de l'État, de la CCI, vous avez fait tout ça en live vous-même? Non, comme je disais, donc moi j'ai eu la formation J'entreprends Corrèze avec la BGE Limousin, donc qui m'ont formé donc à la création d'entreprise, qui m'ont aidé lors de l'ouverture officielle de Kina
sur ma création d'entreprise, sur l'INPI, etc. Parce que bon, il y a quelques détails qui des fois paraissent pas si évidents que ça. On connaît pas, on n'est pas formé. Voilà. On sait faire le produit, on sait le produire, on apprend à le vendre. Enfin, voilà. Moi, je pars de la production, donc j'ai dû apprendre à le vendre, je savais le faire. Mais l'administratif qu'il y a autour, on nous l'apprend extrêmement peu. On ne l'apprend pas du tout si on n'est pas dans le domaine de l'administratif. Même il y a une pudeur en France. Oui, on n'aime pas les gens n'aiment pas en parler. Il y a une pudeur, il y a une peur, une crainte. Ils disent le commerce, attention, c'est des gens là, ils vont prendre de l'argent, ils vont vouloir le prendre pour eux et tout. Non, attendez, on est en train de se payer nos emplois à nous. Tout à fait. Non, mais il faut le dire quand même. On n'est pas en train d'acheter un château en Espagne, quoi. C'est pas ça dont il s'agit. On est en train de créer quelque chose, un produit, on est en train d'essayer de contribuer à l'environnement et quelque part d'être autonome. C'est ça, tout à fait. C'est bien de ça. J'avais compris par rapport à ça. Tout à fait. Allez, on peut donner un chiffre. Vous avez mis combien sur la table? Pour démarrer? Ouais. Pour démarrer, il faut compter entre 5 et 7 000 euros. Bon. Le stand, c'est environ 1 000 euros. 1 000 euros pour tous les petits à côté, les cartes de visite, les packaging, les choses comme ça. Oui. Et le reste en produits, quoi, en bijoux. Pour démarrer, on a démarré petit avec peu de stock. On a déjà fait quelques réassorts du coup, mais on roule comme ça parce qu'on n'a pas voulu faire d'emprunt. Si on avait voulu faire un emprunt, on aurait pu avoir plus de stock et voir en plus grand tout de suite, mais on a préféré démarrer avec ce qu'on avait et ça va très bien comme ça pour le moment. Ok, alors l'idée initiale, on a vu comment elle est plus ou moins venue. Elle avait l'avantage d'être présente déjà parce que vous aviez quelqu'un qui faisait ça là-bas. Donc ça simplifie beaucoup le process. Ça correspondait à ton expérience pro principale. Oui. Ça correspondait aussi à l'envie du moment. Donc des fois, alignement d'étoiles. Ok. Oui, complètement. Puis c'est tombé un moment, donc nous on est de Nice à la base, on a quitté la région, on est arrivé ici en février et en changeant de région on s'est dit pourquoi pas changer de région et de métier et tout changer et puis ça tombait à pic puisque donc on avait comme tu disais le frère de Max qui fait déjà ça au Mexique, ça a été très motivant et eux ça fait déjà 8 ans qu'ils font ça là-bas, on voit que ça marche pour eux, on s'est dit pourquoi pas nous quoi. Ouais. Donc le produit, l'opportunité, le bon moment. C'est ça. Et ce qui est important pour l'entrepreneur, maintenant, trouver la cible. C'est ça. Comment vous avez fait, comment vous avez pensé, parce que là maintenant c'est facile, c'est déjà fait. Oui. Mais le processus, comment vous êtes dit, on va trouver la cible, on va les vendre, ça s'est passé comment ça? On commence avec des hypothèses déjà. À qui je pense que ça va plaire mes bijoux? D'accord. Donc dans un premier temps, moi j'ai fait mes hypothèses. Alors je pense que ça va plaire plus à des femmes à partir de 25 jusqu'à 50 ans, de tel profil, etc. Ensuite, j'ai diffusé un sondage auprès de mon entourage pour confirmer ces hypothèses et ça a été le cas, donc j'étais plutôt fière de moi parce que je ne m'étais pas trompée. Phase de confirmation, comme très souvent par l'entourage direct qui dit ah ouais il y a un truc, allez-y les gars. C'est ça, c'est très souvent tout à comme fait, ça, tout à fait via les réseaux sociaux, puis on demande que le questionnaire soit diffusé un peu auprès de tout le monde quoi. Après on vérifie aussi sur les réseaux sociaux, on va sur des pages qui ressemblent plus ou moins aux bijoux qu'on fait, qui sont un peu, on va dire, dans la même direction artistique. On regarde les gens qui s'y intéressent. Est-ce que c'est le même profil que j'ai visé? C'est aussi le cas, donc on voit qu'on se trompe pas. Et après, ça se confirme sur le terrain, lors des marchés, etc. Maintenant, on a l'œil dès qu'on voit un profil s'approcher, on sait, ça... ça c'est intéressant. Il y a deux choses. Première chose, vous avez décidé d'aller trouver la cible vous-même de manière directe sur les marchés. Oui. Parce que c'est une façon parmi d'autres. Mais vous avez dit, on va aller faire les marchés, on va aller voir les gens directement avec notre stand et notre truc. Oui. Vous n'êtes pas allé chercher des distributeurs de grande distribution. Ah non. Ah, mais tu vois, c'est aussi un choix qui a été fait. On a choisi de faire les marchés. On aimerait se développer plus en ligne aussi. Et peut-être à l'expérience en plus là maintenant. Toi, tu sais, tu as appris ça à Zara. Et là, à l'avenir, on aimerait aussi s'implanter dans certaines boutiques de la région. Et deuxième chose, après est venue la pratique. Ouais. Et avec la pratique, tu m'as dit que tu as mis en place des reconnaissances de signaux, des habitudes, que tu vois à qui tu as affaire. Et que maintenant, tu as appris en fait à sonder ta clientèle, à la sentir, à la percevoir. Ah oui, je pense. C'est régulièrement les mêmes profils qui s'intéressent à nous.
Tu me dis ça à moi, et moi vendre les bijoux, je l'ai jamais fait. J'en sais rien, mais d'accord, mais c'est intéressant régulièrement, aussi. Bon, après, on a plusieurs profils types, on va dire. On a beaucoup de jeunes femmes, jusqu'à la 50, soixantaine, voire de temps en temps plus, mais c'est rare. On a de temps en temps des hommes quand c'est pour des cadeaux, mais en général, oui, je sais pas, c'est un profil je saurais pas trop comment le définir, mais quand je les vois arriver, je sais qu'en général, c'est pour nous, quoi. Et ça fait partie du truc. C'est comme la fixation du prix. Il n'y a pas forcément de règles et ça s'apprend sur le tard. C'est à force de pratiquer qu'on commence à trouver quel prix va pour quelle chose et quelle personne va à tel endroit. Parce qu'en fait, on est tous connectés. Et oui, tout à fait. C'est comme Plus ça. on apprend. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce que tu vois que ça va de mieux en mieux et que au fur et à mesure que vous travaillez, que vous mettez votre énergie, que vous arrosez l'arbre, est-ce que l'arbre est en train de pousser, de grandir? Est-ce que vraiment il y a cette sensation de quelque chose qui se met en place et qui pousse? Alors déjà, il y a cette sensation d'aisance qui se fait de plus en plus, qui se fait sentir. Ah, vous arrivez à vous payer? Pas en aisance financière, en aisance de pratique. Oui, les deux en fait. Bon, les deux, un peu les deux. J'allais y venir après parce que beaucoup d'entrepreneurs mettent un an et demi avant de se payer. Là, on se paye un peu déjà. Ah, vous arrivez. Pas énorme, mais on arrive. On est quand même deux sur le stand. Bon, Max, il bossait un peu en début de saison à côté. Là, il a arrêté pour le moment, mais il va reprendre pour l'hiver certainement. Mais en attendant, on arrive quand même à vivre. Super important. Alors ça, par contre, c'est on m'avait dit, tu verras la première année, c'est impossible que tu sortes un salaire. On entend des choses comme ça. 90% mais pour ils moi, vont se casser la figure. La troisième année, c'est la mort. On entend des choses comme ça. Mais moi, de suite à ma formation, quand on avait fait les business plans, etc., sur mon business plan, la première année, j'avais déjà sorti un salaire. Il m'avait dit, t'es sûr, la première année, je vais pas travailler pendant un an gratuitement en fait. Mais ça, c'est beau. Vous avez commencé à combien de temps? Depuis le 1er juillet. D'accord. Donc depuis le 1er juillet, vous avez fait vos trucs là. Bon, vous n'avez pas forcément peut-être beaucoup de charges la première année. Non, après voilà, on bénéficie de l'ACRE. Ah, donc vous êtes à 3,5, un truc comme ça. Non, 6,5. 6,5 la première année? Ouais, parce que tout augmente. C'est 12,5 en plein pot et on paye la moitié avec l'ACRE, donc 6,25. Ah ok, moi j'avais fait... Après ça dépend des domaines, nous c'est en achat-revente. Et oui, moi j'étais en service, toi tu es en achat-revente. Oui. Ok, donc tu es à 6,5 sur le chiffre d'affaires. Tout à fait. Ce qui peut être très compliqué parce que c'est pas sur le bénéfice. C'est ça l'inconvénient, on va dire, avec l'achat-revente, c'est que c'est sur la totalité. Il y a une facilité administrative, l'impôt sur le revenu est compris, tu as une facilité de déclaration, c'est très simple, tu n'as pas une grosse comptabilité à tenir. Par contre, ces gens de Bercy ont décidé qu'ils imposeraient sur le chiffre d'affaires. C'est ça. Et moi, je pensais que l'ACRE, la première année, je pensais qu'on était complètement exonérés en fait, mais en fait, c'est que la moitié. D'accord. En attendant, vous vous lancez, vous investissez, vous commencez à faire la tournée des marchés et déjà vous arrivez à payer votre loyer, vos cours, vos frais de fonctionnement. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Vous rencontrez votre clientèle. C'est ça. Et après tout le reste qui entre, ça repart en investissement, soit en stock pour faire des réassorts, bien sûr, soit pour faire upgrade un petit peu le stand, on va dire, pour rajouter. On aimerait acheter un petit peu plus de déco. On manque un peu de déco, on trouve. On aimerait faire des banderoles un peu plus imposantes pour attirer l'œil. Donc petit à petit, avec ce qu'on récolte. Ok, donc ça c'est intéressant. Le fait de rencontrer sa cible, ses clients comme ça relativement rapidement, parce que je te cache pas qu'il y en a beaucoup quand même qui essayent, mais ça veut dire aussi que vous avez de la persistance et de la suite dans les idées. Vous n'êtes pas en train de vous décourager facilement. Ah non, pas du tout. Alors là, ça serait mal nous connaître. Bon. Par contre, comment vous envisagez l'automne, l'hiver? Il y a moins d'événementiel. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors du coup c'est pour ça que Max il va reprendre le bar là incessamment sous peu. En attendant, moi je continue les marchés du matin où là on commence à avoir des petits habitués, etc. Donc ça c'est très sympa. Et il y a quand même après les fêtes de Noël qui vont approcher. Donc ça va être un petit peu creux peut-être octobre. Début novembre, parce que déjà à partir de novembre on a des marchés de Noël qui démarrent. Et c'est là qu'on fera le site web. Voilà, on fera le site web à partir de janvier, je pense. Une fois les fêtes passées. Il y a les marchés de Noël et là aussi c'est une grosse période. Ah oui. Et puis avec le stock, j'ai peur que si on mette déjà en ligne avec le stock pour le marché de Noël, ça soit un petit peu trop compliqué pour gérer le stock. Donc à partir de janvier, on pourra équilibrer bien tout ça. Communication avec le Mexique. Donc vous avez vos gens là-bas qui parlent français.
Oui, que la famille parle français. Et nous, on a affaire qu'à eux. Donc, et en plus, vous parlez avec la famille, donc confiance. Voilà. Vraiment grand niveau de confiance. Vous parlez un petit peu parfois avec vous de ce qui marche, ce qui marche bien ici en France, ce qui ne marche pas, tout ça, etc. Parce que comme elle a également une boutique au Canada, déjà rien que elle avait déjà remarqué qu'au Canada et qu'au Mexique, elle ne vendait pas les mêmes choses. Forcément. Voilà. Forcément. Donc là, les premiers mois aussi, c'était beaucoup de alors est-ce que ça marche, ça marche pas. Bien sûr. Parce qu'elle pouvait pas connaître le terrain d'avance. C'est précieux, c'est bien ça. Bien aussi, sûr. C'est bien. Quand vous commandez au Mexique, ça arrive facilement en France. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de colis qui se perdent, il n'y a pas de. Pour l'instant, je touche du bois, c'est pas arrivé. Okay. Ça arrive plutôt rapidement et les frais de douane, on s'attendait à des choses bien plus chères que ça et on s'en sort pour 30 € par-ci, 60 € par-là. D'accord. Il n'y a pas de gros frais de douane entre le Mexique et le... Est-ce que vous faites partie des gens qui vont être avantagés par le Mercosur, le fameux traité de libre circulation des marchandises entre l'Amérique latine et la France? Alors ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore. C'est à voir entre eux et nous. Pas forcément, parce que ça veut dire que tu auras moins de taxes à l'arrivée normalement, ici. Donc tu le verras sur place ici. Normalement, oui, mais ça dépend de comment ils font l'envoi. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a des astuces. Ouais, voilà. Des astuces. Oui, il y a des astuces. Alors tiens, on va en parler. On est en France. Toi, te mettre à ton compte, ne plus être salarié, mais essayer, on le voit d'ailleurs, hein, le but c'est vraiment pas d'aller à la Porsche ou à la Ferrari, c'est vraiment de faire ton truc et tout. Quelle est l'image que, à ton avis, que ça donne? Quelle est la réaction des gens? Comment est-ce que tu es reçu quand tu dis je fais du business? Je vais essayer de vendre des choses. Est-ce que comment c'est accueilli par les gens autour de toi? Quel est le terreau sur ça en France? Alors ça dépend. Bon, dans mon entourage, quasiment tout le monde est très fier de moi, très content pour moi. Parce qu'ils sont déjà entrepreneurs, ils ont une connaissance de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils me connaissent, c'est que connaissent toi, ils savent que ça colle. Voilà. Ils savent que c'est toi ça, et que c'est d'accord. Mais bon, après évidemment, il y en a toujours qui ont, je vais pas dire qu'ils découragent, mais qu'ils ont peur que ça réussisse pas, qui sont peur qu'on s'embarque dans quelque chose qui va pas fonctionner. Ils sont inquiets pour vous. Voilà, voilà. C'est pas, mais bon, rien de méchant. De toute façon, pour mes proches, j'ai toujours fait ce que je veux. Est-ce que la France encourage l'entrepreneuriat? Ou est-ce qu'il y a une espèce d'image un peu sclérosante, anti-entrepreneur, rapport toxique à l'argent? Comment tu le ressens, toi? Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même plus ou moins encouragé à le faire, puisqu'ils ont facilité beaucoup de démarches quand même. Les démarches ont été facilitées. Il y a beaucoup au niveau de l'administration, il y a des planifications qui ont été faites pour les structures de taille raisonnable, on va dire. Tout à fait. Pour les gens comme toi et moi, ils ont quand même beaucoup simplifié. Ah oui, ils ont beaucoup simplifié, donc ça c'est super parce que avant, déjà maintenant. Avant, ils nous confondaient avec Carrefour, donc c'est pas pareil. Excusez-moi, monsieur, dame, c'est très différent. De ce que j'en ai entendu avant, c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai quand même le sentiment qu'ils veulent que ça évolue dans ce sens-là. Et après, il y a évidemment quelques points noirs à entreprendre. C'est-à-dire que si on se met en maladie, tout ça, c'est pour notre pomme. On n'a pas vraiment de congés payés, etc. Mais après c'est un style de vie, je pense. T'es pas payé à la présence. Voilà, on n'est pas payé au résultat. Alors voilà, c'est ça. Voilà. Il faut pas compter ses heures. C'est pas parce que tu fais 4 heures que tu seras payé 4 heures. Non, pas du tout. C'est vraiment pour le coup un peu hasardeux des fois parce qu'on fait souvent des estimations sur des foires, sur des marchés. Et puis alors des fois on avait prévu 200, on va faire 800. Et puis des fois on avait prévu 1000 et puis on a fait que 300. Voilà. J'étais très gêné par ça. Plusieurs fois on me demandait de faire de la prédiction précise. C'est vraiment pas la prédiction précise, c'est très difficile en fait quand on est. Comme quand on fait un business plan d'ailleurs. Oui, ils te demandent alors je vais faire tant le premier mois, tant le deuxième mois. Tu prends des cartes à jouer avec des dés, parce que tu sais pas en fait. On sait pas du tout. C'est répartir un peu ce qu'on espère faire sur des mois. Moi c'est comme ça que j'avais procédé quand j'ai fait mon business plan. Je voulais pas être trop gourmande la première année. On estime qu'on se paye 1000-1200 €, puis on rajoute à ça les réassorts, ce qu'on va payer à l'URSSAF. En fait, c'est plus qu'est-ce qu'il me faudrait pour vivre et est-ce que ça va coller avec les périodes Le business plan, on va rappeler aux gens, c'est un document prédictif où on fait des projections en se disant je vais faire tant d'entrées, tant de sorties, tant de dépenses, tant de recettes à telle année, à tel moment, à tel autre, et donc je vais faire une prévision de budget et donc qui justifie mon activité. C'est ce que souvent les banquiers demandent. Les organismes d'accompagnement aussi demandent qu'il y ait ce genre de choses pour qu'on réfléchisse un petit peu à l'avance.
C'est ça, tout à fait, pour voir si le projet est viable. Oui, tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal tout ça. Oui. Je pense que les gens qui vont nous écouter peuvent comprendre le processus. Oui. Tu vois, parce que c'est intéressant. C'est aussi comme ça qu'on apprend. C'est en écoutant les autres, comment ils font, ce que ça signifie. C'est comme ça qu'on fait de la pédagogie, qu'on explique. Kina, ça va évoluer comment? Déjà, Kina, c'est un projet pour payer ce que vous faites vous, ou c'est un projet qui va grossir pour être vendu ensuite? Il y a plusieurs façons de faire du business. Comment vous envisagez Kina? Alors pour le moment, on n'a pas encore réfléchi à la possibilité que quelqu'un rachète le projet. Pour l'instant, c'est notre petit bébé, c'est notre premier bébé. Donc les gens, quand ils viennent vous voir, ils achètent un peu de toi, oui. Ils achètent un peu de Maxime. C'est pas encore la marque Kina qu'ils achètent. Oui, voilà, tout à fait. Pour l'instant, c'est encore un petit peu, c'est notre première entreprise. Donc on profite de ça, on profite d'elle. On va essayer de la faire évoluer autant qu'on le peut. Et évidemment, on vise toujours le meilleur. Donc on espère s'agrandir. On espère peut-être un jour pouvoir avoir des salariés dans Kina. C'est-à-dire plusieurs stands de vente. C'est ça, plusieurs stands de vente, pouvoir employer des personnes. Ça veut dire qu'il faut que chaque stand de vente justifie un salaire, plus la com qui n'ait le temps pour s'en occuper. Donc il faut monter un peu. Oui, tout à fait. Oui. Mais petit à petit, voilà. Bien sûr. Concrètement, pour l'instant, nouvelle ligne de produits, dépôt d'une marque, identité visuelle, qu'est-ce que vous avez envisagé? Alors là, il va bientôt falloir déposer la marque parce qu'au départ, je ne l'ai pas déposée de suite. 200 € à l'INPI. Oui, voilà. Ça, c'est pas encore. Donc on va bientôt déposer la marque. Il y a un petit peu de nouveautés tous les mois, on va dire, à chaque réassort, on a de la nouveauté. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est shop-kina-. Et sur Facebook, c'est Kina tout simplement. Ok, bon. Eh bien, c'était Léa de Kina qui nous a expliqué comment on crée sa marque, son produit de bijoux fantaisie, et comment on va joindre son destin. C'est ça, il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est une très belle aventure. Tout à fait. Merci Léa, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.